C'est ici que nous sommes arrêtés la dernière fois. On essayait de voir un peu en fait quelques éléments de la manipulation des formules à partir de JavaScript. Nous avons vu quelques petits, en disant les balises de formulaire, comment récupérer les données par rapport au test ARIA, comment est-ce qu'on utilise les inputs, type par exemple le checkbox, et quand on avait terminé sur les inputs de type puisque toutes les propriétés que nous utilisons en fait sont les propriétés qui sont liées toujours euh, propriétés HTML. Donc, du coup, il faut toujours connaître quelles sont les propriétés qu'on a. Donc, le HTML, vous savez très bien qu'on avait la propriété check lorsqu'on était sur le HTML. Donc, c'est la même chose qui s'applique lorsqu'on est côté, dis ça comment, côté JavaScript. Il faut juste appeler les propriétés qui existent déjà. Il n'y a pas de propriétés qui vont être créées. Je pense que là, dans notre formulaire, on avait ajouté dernier élément, c'était quoi? C'était l'élément avec pour le radio, et radio button. Il était en question d'essayer de regarder avec les radio boutons comment ça fonctionne. Et bon, je pense qu'on avait également testé cela. Ici, là, il y en a fait un console pour vérifier si tout se passe bien. Alors maintenant, ce qu'il fallait même voir, c'était au niveau du reset. Comment on peut donc faire un reset d'un formulaire à partir du JavaScript. Vous savez très bien comment on faisait le reset à partir du formulaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement essayer d'utiliser le input de type reset. Alors, c'est quoi un reset? C'est tout simplement ici là. Lorsqu'on parle de reset, lorsqu'on dit un reset de formulaire, ça permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de réinitialiser les champs du formulaire. C'est-à-dire que toutes les actions de l'utilisateur sur le formulaire sont ici là annulées. Donc, les cases qu'il a cochées, les champs qu'il a remplis, ainsi de suite. Donc, par exemple, sur le cas, par exemple, que ce soit des boutons, que ce soit des inputs de type radio ou bien de type checkbox, comment on fait ici là pour pouvoir ici là sélectionner ou désélectionner? Si vous voulez sélectionner un champ, par exemple, de type checkbox ou bien un champ de type radio, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il suffit juste d'utiliser en fait la propriété checket, la propriété checket qui était associée à la balise et de attribuer une valeur. Ça peut être true ou ça peut être false selon le cas où c'est vrai pour dire que c'est coché ou false pour dire que ce n'est pas coché. Donc, quand vous récupérez l'élément, vous appliquez juste cela en appelant l'attribut sur l'élément en question. Alors, comment maintenant, il parlait tout à l'heure du gestionnaire d'événements. Vous savez très bien, avant d'aborder les objets, après avoir abordé les objets, nous avons parlé du gestionnaire d'événements. À quoi servait le gestionnaire d'événements? On voulait attacher, on attachait un événement à des éléments. Maintenant, on avait quoi? On avait ici là, on pouvait éventuellement passer l'objet event en paramètre pour pouvoir gérer les objets qui sont liés à l'élément en question. Donc maintenant, lorsqu'on fait le JavaScript, il faut également savoir comment est-ce que vous pouvez valider le formulaire à partir de votre gestionnaire d'événements. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc? Lorsqu'on veut valider un formulaire à partir du gestionnaire d'événements, ce qu'on fait, c'est quoi? On crée tout simplement un gestionnaire d'événements qui va faire quoi? Qui va écouter l'événement submit. Vous vous rappelez très bien de l'événement submit. L'événement qui permet de soumettre le formulaire. Tout comme on a un input de type submit, donc côté JavaScript également, on peut gérer cet événement-là pour soumettre notre formulaire. Donc, l'événement submit, c'est un événement qui est lié à l'objet form. Parce que le form, c'est l'objet qui englobe ici là le formulaire. Et quand est-ce qu'il est appelé? Quand est-ce qu'il est généré? Donc, si vous suivez très bien, vous allez voir qu'il est généré lorsque l'utilisateur va ici là faire quoi? Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton submit, puisque c'est le bouton submit qui fait appel donc à cet événement qui déclenche l'événement en question. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur submit, si nous avons dans notre page prévue un bouton qui permet de soumettre le formulaire, comme par exemple cela qui était envoyé. Donc, quand vous le faites, votre formulaire va être soumis. Et qu'est-ce que votre gestionnaire va faire? Il va récupérer, c'est lui qui va récupérer toutes les valeurs qui sont dans le formulaire et éventuellement les valider en fonction de votre code que vous avez écrit, tout comme vous avez fait ce matin dans l'exercice. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de validation de formulaire, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Première chose, comme vous avez fait le matin, c'était quoi? La notification de l'utilisateur. Il faudra bien notifier l'utilisateur si quelque chose ne se passe pas bien. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus souvent, il faut faire quoi? Il faut mettre ce qu'on appelle le focus.
sur le champ qui est erroné. Donc, par exemple, le coloris peut être en rouge, en vert, selon votre convenance, selon votre design, afin que l'utilisateur ici là soit prêt à corriger l'erreur. Parce qu'il ne faut pas juste mettre l'erreur et que l'utilisateur ne sache pas. Pour faciliter l'expérience utilisateur, vous pouvez par exemple colorier le champ, par exemple, si c'est ce champ, par exemple, le colorier en rouge, vous dites que bon, ici, il y a erreur. Et la troisième chose qu'on fait le plus souvent lorsqu'on veut valider un formulaire, on peut également empêcher l'envoi du formulaire au serveur. Quand est-ce qu'on peut empêcher? C'est lorsque, par exemple, tous les champs ne sont pas corrects. Parce qu'actuellement, là, même si les champs ne sont pas corrects, il va pouvoir partir. Mais ce qu'on peut faire dans le code JavaScript, c'est quoi? C'est d'empêcher que le formulaire soit soumis si les champs ne sont pas corrects. Et bien évidemment, pour les notifications, vous pouvez faire les notifications avec les alertes. Bon, c'est très archaïque. Mais vous pouvez utiliser, si vous êtes pressé, par exemple, vous pouvez utiliser les alertes pour, pour notifier l'utilisateur, par exemple, qu'un champ est erroné ou pas. Ou le mieux qu'on puisse faire, c'est comme vous avez fait tout à l'heure, en journée, c'est l'afficher, c'est là le message, en créant par exemple des éléments adjacents, qui sont ici là, peut-être à côté des champs, qui sont erronés. Comment donc on empêche l'envoi du formulaire au serveur? Donc, par exemple, l'utilisateur a cliqué sur un bouton. Comment on fait donc pour empêcher l'envoi du formulaire? Il y a une méthode, par exemple, qui est liée à l'objet event, qui permet d'empêcher la propagation de l'événement. Donc, lorsque vous attachez votre gestionnaire d'événements et que vous passez en paramètre, en argument l'event, lorsque vous allez faire dans le code JavaScript prevent, alors ça va empêcher la propagation. Le plus souvent, vous allez voir, on va le plus souvent faire ça sur tous les boutons. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre que le code JavaScript soit testé. Donc, pour que ce formulaire soit vérifié, il faut que quand l'utilisateur va cliquer sur envoyer, qu'est-ce que je fais? Je récupère ce formulaire. La première chose que je fais dans le formulaire, c'est quoi? Je fais un event dans l'événement qui est associé event.prevent default. Pour faire quoi? Pour stopper d'abord l'envoi du formulaire. Je stoppe d'abord l'envoi du formulaire avant de commencer à vérifier, à valider les différents champs. Donc, si ici, par exemple, ici, là, et que ça, c'est celui qui j'ai mon formulaire, dès que je l'ai récupéré, je sais qu'il y a un événement lié, qu'est-ce qu'il fait? Si c'était event, il fait seulement tout simplement event, un preuve default. Donc, c'est vrai que c'est pas ici que je vais le faire. Parce il faut bien évidemment que l'événement soit attaché à quelque chose. Si j'ai un form, at event listener. Si j'ai un form.at event listener, qu'est-ce qu'on prend en paramètre? Pour attacher un événement à un élément. Par exemple, je peux dire au clic. Exactement. Je peux dire par exemple au clic. Maintenant, qu'est-ce que peut passer ici là? La fonction anonyme qui va valider le formulaire. Là, ici, il passe maintenant mon événement. Et c'est ici là que je ouvre mes accolades. Il y a un autre type de fonction que nous allons voir plus tard, les fonctions fléchées. On va voir les fonctions fléchées, on va omettre ceci. Et ici là, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire tout simplement un event.prevent default. Quand je fais ça, ça stoppe la propagation. Lorsqu'on va cliquer, le formulaire ne va plus être soumis. Le police va faire quoi? Il va empêcher la soumission de notre formulaire. L'objet event est toujours passé au gestionnaire d'événements. Lorsqu'on est gestionnaire d'événements, c'est quoi le gestionnaire d'événements? Lorsqu'on fait par exemple form pour add event listener, c'est-à-dire quoi? C'est un gestionnaire d'événements. On est en train d'attacher un événement au formulaire et on va préciser l'événement en question ici là. Les coûts, par exemple des clics. Et maintenant, lorsqu'on le fait, on a dit quoi? On fait appel à ce qu'on appelle l'objet event qui sera toujours passé au gestionnaire d'événements. C'est lui ici là qu'on est en train de passer au gestionnaire d'événements ici. Il a plusieurs propriétés. Donc, à partir ici là de l'event que nous avons passé au gestionnaire d'événements, on a accès à plusieurs propriétés qui vont fournir plusieurs informations utiles à l'événement courant, l'événement qui se produit, pour pouvoir gérer l'objet event qui va nous fournir des informations sur l'événement qui est en cours. Il faut passer donc l'objet event comme argument à notre fonction anonyme. C'est la syntaxe. La propriété prevent default si fait partie des propriétés que contient event. La dernière fois, nous avons cité plusieurs. Je pense qu'on les avait écrits dans le code, quoi. Donc, voilà comment vous pouvez empêcher la soumission du formulaire. Ça sera utile dans plusieurs cas. Vous serez dans vos applications, lors de la construction de vos applications. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut par exemple quoi? Avant qu'on clique sur le bouton envoyer, lorsqu'on va cliquer sur le bouton envoyer, par exemple, il faudrait là que tous les champs soient vérifiés. Quels sont les champs, par exemple, qu'on peut vouloir vérifier? On peut vouloir vérifier. Clique. Si, par exemple, la type est valide,
si la signature n'est pas vide, si on a bien évidemment choisi, si on revient dans notre, si on a bien choisi ici là, une catégorie, bien évidemment cocher la catégorie. Ici là, on a bien choisi la signature, ainsi de suite. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser donc le JavaScript. Il y a plusieurs méthodes pour utiliser JavaScript. Soit vous utilisez une fonction, soit vous pouvez créer ce qu'on appelle des fonctions invocables, c'est-à-dire quoi, des fonctions qui vont s'exécuter tout seul. On va prendre un peu le cas des fonctions invocables pour que je puisse vous montrer. C'est quoi une fonction invocable? C'est une fonction qui va s'exécuter seule. Lorsqu'on va lancer, charger la page directement, elle est exécutée. Donc, tout ce qui va se produire dans la page, elle va écouter et lancer en fait. Je vais prendre un exemple. On va venir dans notre fichier index. On va essayer de commenter tout ce qu'on avait déjà fait. Ok, donc là ici, puisque mon script est déjà lié à ma page, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire ici une fonction invocable. Quand on dit fonction invocable, c'est une fonction qui va s'exécuter directement sans faire appel à elle. Donc, directement, elle s'exécute directement dès qu'on lance la page. Donc, par exemple, si je fais pour écrire fonction invocable, on commence toujours par on ouvre la parenthèse, on met à l'intérieur function, on met tout simplement à l'intérieur function. Bien évidemment, c'est une fonction. On ouvre et on ferme les accolades. Elle va se terminer par un point virgule. Et comme c'est une fonction invocable, on va ouvrir encore les accolades et les fermer. Mettre un point virgule. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de faire quoi? Pour tester, on peut faire alerte. Bonsoir. Automatiquement, elle est exécutée. C'est ça une fonction invocable. Donc, elle s'exécute directement lorsque la page est chargée. Ok, donc si on fait appel aux fonctions invocables, le plus souvent vous allez voir par exemple avec jQuery, qui est la bibliothèque JavaScript qui permet de faire tous les traitements que nous faisons là. Un ensemble de choses que vous pouvez faire avec jQuery. jQuery utilise ce qu'on appelle une fonction invocable. Donc lorsque eux ils ont défini tout un fichier de JavaScript dans une fonction invocable, et quand c'est défini, c'est-à-dire quoi, dans la page, vous utilisez tout simplement sans faire appel aux fonctions, ainsi de suite. Il n'y a pas de fonction qui a été définie que vous appelez. Il y a directement un code qui a été écrit. Vous faites juste appel à ce code-là, en fait. Utiliser ça, les fonctions. Puisque ils ont défini ça dans une fonction invocable. Donc, tout ce qui est à l'intérieur s'exécute directement. Vous pouvez faire appel partout où vous êtes. Donc, moi, par exemple, je peux décider de vouloir tester mes champs. J'ai décidé de les mettre dans un objet. Je peux déclarer un objet, par exemple, qui s'appelle var valide, validation. Donc, mon objet s'appelle, par exemple, validation, validation. Donc, je vais le mettre dans un objet. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, dire, et dans mon objet validation, on aura une propriété. La première propriété va permettre de faire quoi? Tout simplement d'initialiser en fait un ensemble de choses qui vont se passer. Je vais mettre tout simplement dans un objet, une propriété par exemple init. C'est juste à titre indicatif, c'est pas toujours comme ça que vous allez faire. Juste une autre méthode, autre que ce que vous avez déjà fait. Je peux décider de passer par les objets. J'ai un init que je vais créer. Après, je vais juste appeler cette propriété-ci directement dans ma fonction invocable pour qu'elle se charge, pour qu'elle s'exécute automatiquement lorsqu'on lance la page. Donc, qu'est-ce que j'ai donc ici là? Va validation. Il prend comme première propriété de mon objet init qui sera rien d'autre qu'une fonction parce que qu'est-ce que je veux faire? Je vais créer ici là une fonction. Donc, dans mon init, qu'est-ce que je mets? Je mets tout simplement ma fonction une fonction qui sera chargée de faire quoi? De faire un ensemble de choses. Donc, j'ai la fonction. Voilà ma fonction qui est définie. Alors, quelle est la première chose que je peux faire dans ma fonction? Je vais tester, je veux vérifier les champs de mon formulaire et de manière globale. Je ne veux pas ici être en train de déclencher le formulaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc attacher directement un événement qui va s'exécuter directement au chargement de la page. Je vais faire appel à l'événement, quoi? L'autre, au chargement de la page. Qu'est-ce que je fais au chargement de la page? Directement au chargement de la page, je récupère mon formulaire, j'ajoute un écouteur d'événements à mon formulaire lors de la soumission. Je teste directement à l'intérieur de ma fonction anonyme qui est liée à l'écouteur d'événements.
qui était lié au formulaire, tester tous les différents champs. Donc ça va s'exécuter directement sans que je ne déclenche autre chose, sans que je n'appelle une fonction en fait, comme on le fait habituellement. Et ici là, qu'est-ce que je peux faire puisque j'ai déclaré ma fonction à l'intérieur de ma fonction. Cette fonction-ci va être appelée par la suite. Hein, toujours ici là dans ma fonction, comment on l'appelle encore, ma fonction invocable. Qu'est-ce que je fais? Donc, à tout mon document, je vais donc attacher l'événement load. On peut faire tout simplement un Windows, puisque c'est le Windows qui est le parent. Windows. On fait tout simplement Windows.add event listener load. On peut en paramètre une gestionnaire d'événements. On aura tout simplement Windows.add event listener. Est-ce qu'on peut en paramètre l'événement en question qui est quoi sera load. L'événement qui permet de faire quoi? Gérer le chargement. Ce qui s'exécute lors du chargement de la page. On a bien évidemment notre fonction anonyme. On va prendre en paramètre toujours l'event, l'objet event. On va manipuler. On n'oublie pas. C'est très important. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir ici là accéder à tous les autres les enfants de notre élément. Alors, une fois que je l'ai fait, il y a ici là attaché au Windows, l'objet load. Je dis ça comment? Il doit attacher ici là à ma fenêtre l'événement load, donc qui gère le chargement. Et donc, puisque lors du chargement, il va récupérer tout ce qui est dans la page, qu'est-ce qu'il peut faire donc? Dans ce qui est dans la page, il récupère maintenant mon formulaire, puisque c'est mon formulaire qui est dans la page. Le formulaire est dans quoi? C'est dans le document. Donc, il fait tout simplement par exemple, forme. Nous avons fait plus haut. Je vais juste venir la copier même. Il fait seulement var. Il fait tout simplement un var. Il est effacé. Il fait tout simplement var. La forme reçoit quoi? Document.getElement by ID. Notre article s'appelait quoi? New article form. Je dois récupérer mon article. Maintenant, à mon article, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais attacher un gestionnaire d'événements. Comme ça, on a oublié. Ici, là, il y avait la virgule. Ici, il y a un listener. Attends, il y a un point virgule ici. Donc, la prochaine chose qu'on fait, c'est quoi? On fait un form.add event listener. Qu'est-ce qu'on attache au formulaire? Quel est l'événement qu'on va attacher? On attache donc l'événement, puisqu'on veut gérer la soumission. Ok. Donc, form.add event listener submit, puisqu'on veut gérer la soumission. Et bien évidemment, vous connaissez déjà la syntaxe, fonction anonyme. Donc, à partir du chargement de la page, on veut gérer. C'est-à-dire qu'on a en train de faire d'une autre méthode, d'une autre façon. On peut gérer directement lors du clic. Maintenant, nous, on décide de faire quoi? De le charger, de commencer la gestion du formulaire directement lorsque la page a chargé. Ça, dans certains formulaires, vous allez voir, dès que vous entrez dans le formulaire, on vous montre, il y a les cases rouges. Vous vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour que les cases soient rouges sans qu'on ait même soumis le formulaire. Justement parce que lors du changement de la page, on a déjà testé si les différents champs sont vides. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des malins derrière qui vont tenter d'envoyer des informations sans que le formulaire est chargé. Donc ici, au niveau de notre formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute dans notre gestionnaire d'événements. Il va gérer la soumission. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec le target nous permet de retrouver exactement l'élément sur lequel l'événement a été déclenché. Donc, sur quel élément l'action a eu lieu. Parce qu'on a fait peut-être sur Mike. Je veux récupérer exactement ça, donc peut-être le bouton là. Je veux récupérer directement ce bouton là et pour pouvoir travailler plus tard. Si je fais un clic par exemple sur le bouton, il me récupère directement ce bouton là pour me dire c'est sur ce bouton ci en fait on a déclenché Submit. Lorsque je fais un form pour Advanced Submit, j'ouvre ma fonction anonyme.
Vous décidez de faire quoi? De déclarer par exemple une variable. Alors, la variable qui sera déclarée ici, là, sera propre ici, là. Donc, une fois qu'elle sort du bloc, elle sera détruite, donc elle va pas impacter celle qui sont en haut. Donc, il fait par exemple un var, juste pour récupérer la valeur de l'événement. Le target, celui qui a déclenché en fait, euh, formulaire. Bon, je peux même mettre var form, ça va pas gêner. Je fais un var form, il va recevoir quoi? Event, il m'en va chercher qui a déclenché exactement, quel élément a exactement déclenché ici là mon formulaire. Si je fais event.target, ça me récupère cela. J'ai envie de débugger dans la console pour que dans la console on puisse voir où nous en sommes. Bon, en JavaScript, il y a également ce qu'on appelle. Je vais essayer d'utiliser une autre fonction qui permet de faire débogage. Ça s'appelle le console.debug. Debug. Également une méthode de l'objet console JavaScript. Il va nous permettre également d'afficher les messages de débogage dans la console du navigateur. On peut utiliser par exemple, l'affichage sera un peu plus. Oui, console.debug. On dit ici là que nous sommes sur Submit. Alors là, maintenant, j'ai mon formulaire. Je connais qui a déclenché, qui a donc ici là déclenché cela. Qu'est-ce que je peux donc faire? C'est toujours dans mon gestionnaire de développement. Submit. Première chose, je veux vérifier quoi? L'article n'est pas vide. Ce qu'on utilise, c'est qu'on fait toujours un if. Ce sera toujours un test conditionnel. On va faire un if. If par exemple, puisqu'on a récupéré notre formulaire, if form. Donc, si on veut d'abord, on accède d'abord à l'élément en question. Comme on avait dit, par exemple, nous avons ici là notre formulaire. Alors, dans notre formulaire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on veut tester le contenu de l'article, qu'on avait appelé article. Form. Ouais. On va faire form.value. On avait plusieurs sélecteurs, donc libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser le sélecteur identifiant, le sélecteur à partir de formulaire lui-même. Donc, c'est à vous de décider. Donc, si je m'en vais faire, en fait, si nous faisons form.article.value, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur contenue dans ce champ. On a notre objet. Notre forme. Regardez ici, on a fait quoi ici? On va récupérer notre formulaire. Et maintenant, lorsqu'on a récupéré notre formulaire, puisque c'est un formulaire, si on fait un console.log de forme, on va voir que c'est un objet forme. Alors, si c'est un objet forme, ça veut dire quoi? Tous les éléments ayant un name, en fait, veut dire comment? Il a toutes les propriétés, en fait, de l'objet. Donc, si le formulaire à l'intérieur, il a des éléments, c'est-à-dire quoi? Chaque élément a une propriété name. On peut accéder à chaque propriété name de ce qui est dans le formulaire, à chaque élément du formulaire à partir de son nom. Puisque forme représente déjà tout notre formulaire en fait. Si c'est clair. Puisque représente tout notre formulaire, on peut utiliser donc la notation qui permet de retrouver les champs des différents champs qui sont dans le formulaire à partir de leur nom. Raison pour laquelle, vous voyez, on met ici la forme.article. Ici, on a récupéré si on accède directement au champ, alors on peut également connaître sa valeur, value, puisque c'est un champ de type input. Il y a plusieurs méthodes. En ce qui concerne les formulaires, on avait défini plusieurs méthodes. Il existe en JavaScript, il y a plusieurs méthodes en fait, qui permettent de récupérer les champs d'un formulaire. La première méthode, c'était d'utiliser quoi? La première méthode pour récupérer les champs d'un formulaire, c'est d'utiliser le getElementById. Qu'est-ce que vous faites? Vous déclarez tout simplement une variable. Par exemple, input qui va permettre de faire quoi? On va faire un document.getElementById. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement point value. Vous récupérez sa valeur. Vous pouvez récupérer également en passant par getElementBy name. Vous connaissez le nom de l'élément. Après qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez tout simplement sa valeur. La première chose, c'est de cibler l'élément. Or, nous, pour cibler l'élément, qu'est-ce qu'on a? On sait d'office que le forme, c'est l'objet du formulaire. Donc, il a tout ce qui concerne le formulaire. Vous faites tout simplement point son name et on récupère sa valeur. Vous pouvez passer également par toutes les propriétés que nous avons vues. GetElementById, getElementByName, getElementByClassName, getElementByTagName si vous connaissez le tag name. Et si vous connaissez le tag name, puisqu'il y a plusieurs inputs, forcément, ce sera un tableau. Il va falloir connaître sa position pour utiliser la notation des tableaux pour récupérer exactement l'élément que vous voulez. Vous pouvez utiliser le query selector. Ça, c'est pour sélectionner d'abord. Parce qu'une fois que vous avez sélectionné, il faut récupérer la valeur. Vous pouvez utiliser le query selector all. La dernière méthode que je suis utiliser, c'est quoi? Ici, là, j'utilise l'élément de l'objet form. Puisque on a l'objet form qu'on a récupéré par getElementById, qu'est-ce que je peux faire donc? Puisque je récupère déjà l'élément form,
alors il peut accéder à tous ces éléments. Tous les éléments que vous avez à l'intérieur, on utilise tout simplement point. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement if. Il faut un peu article.value. Au moins, qu'est-ce qu'il veut vérifier? Il veut vérifier si c'est vide. Donc, il vérifie si. Lorsqu'il veut faire, par exemple, un trim. Lorsqu'il fait trim, c'est pour effacer les espaces à gauche et à droite. Lorsqu'il fait un point trim et que c'est vide, ça veut dire que mon article doit pas être vide. Donc, par exemple, là, pour vérifier cela, il peut mettre le nom. Donc, si on a un form.article.value le point trim, donc ça veut dire quoi? Si on fait un trim et que là c'est vide, l'instruction veut dire que c'est vide en fait. Puisque quand on va faire un trim, ici on fait un nom. Ça veut dire quoi? Si c'est vide, qu'est-ce qu'on fait? On peut afficher un message pour dire que de ce champ, il doit être renseigné. Donc on a dit quoi? Si c'est vide, qu'est-ce qu'on fait? On affiche plutôt un message pour dire à l'utilisateur et renseigner ce champ par exemple. Donc parce que ça va permettre de récupérer la valeur. Maintenant, faire un trim dessus. Alors si c'est vide, ça veut dire quoi? Puisque ça c'est une instruction if. Alors si on entre ici, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire qu'on est quitté ici là avec une valeur qui était vraie. Si on est quitté avec une valeur qui correspondait en fait. On est quitté là avec un champ qui était vide. Si on quitte avec un champ qui était vide, qu'est-ce qui se passe? On peut faire alerte. On fait court. Ne pas trop perdre de temps. On peut faire tout simplement alerte. L'article ne peut être vide par exemple. On peut faire event. On peut arrêter directement on arrête directement le script. On ne continue même plus la soumission du formulaire en fait. Pour arrêter cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement event. On peut faire tout simplement event pour private default et on fait un return. La première méthode d'envoi, c'est de laisser le navigateur envoyer. Une fois que vous avez fait les textes, vous laissez le navigateur envoyer les données. La deuxième méthode consiste à faire quoi? À mettre la valeur dans une variable et vous allez faire un appel API. Vous allez contacter le serveur via un appel API pour envoyer la valeur exacte que vous avez récupérée depuis JavaScript. Donc, on peut récupérer les valeurs de JavaScript et les envoyer. Ou bien, on contrôle tout simplement les champs et on laisse la soumission continuer. Parce que lorsqu'on teste avec JavaScript, on n'est pas obligé de faire l'envoi avec JavaScript. On peut laisser le navigateur, la requête continuer son exécution. Donc, il va partir avec les données qu'il a prises, sachant qu'on a testé si c'est vrai ou pas. Maintenant, d'autres méthodes, c'est quoi? On va écrire plutôt une API côté backend. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste contacter cette API là pour l'envoyer les données que nous avons récupérées directement ici là. Donc, dans mon cas, par exemple, si il dit que si par exemple c'est là l'article, si ce n'est pas correct, on entre ici là. Il pouvait faire par exemple else. Il pouvait faire else par exemple, déclare une variable let par exemple A. Vous dit article reçoit par exemple la valeur en question, la valeur qui a été trimée là, cette valeur-ci. J'ai fait un pré, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pré-traitement des données. Forcément, côté serveur, on va encore traiter ces données-ci. Parce qu'il y a un adage qui dit, il y a une citation en informatique qui dit, ne va transfuser input. C'est pas parce que vous avez validé, vous êtes sûr que c'est ça qui va aller au serveur. Donc, du coup, quand ça arrive côté serveur également, qu'est-ce qu'on fait? Bam, on va encore vérifier. C'est ça la sécurité. C'est quand ça arrive, vous n'êtes pas sûr. Les paquets peuvent être corrompus lors de la transmission au serveur. Il y a les hackers en ligne, donc il peut être en train d'écouter votre réseau. Et qu'un paquet est en train de passer sur le réseau, il injecte les données. Vous n'êtes pas sûr que ce qui est en train de partir là, c'est ça qui va arriver. Le plus souvent, on va faire les cryptages. Il s'agit des applications bancaires, des applications qui nécessitent une forte sécurité. Raison pour laquelle, quand ça va arriver sur le serveur, je ne vais pas directement me mettre à envoyer dans la base de données. Non. Il va encore faire un traitement dessus avec les méthodes qui existent côté backend. Quand ça sera correct là maintenant, avant que je vais persister en base de données. Donc, côté front-end, c'est le premier niveau de sécurité en fait. On essaie de bloquer au maximum, contrôler déjà les données. Maintenant, quand ça part et que ça arrive sur le serveur, qu'est-ce qu'on fait? On reprend cette donnée-là, on les contrôle à nouveau avant de les persister en base de données, puisque c'est l'objectif. Donc, une fois qu'il a fait un event pour private default, ça dit quoi? N'empêche, le formulaire était soumis, il fait un return. Ça l'oblige à remplir en fait. Alors, une fois qu'on a fait ce premier test ici, on peut également faire le test ici, c'est la signature. Le même principe. C'est comme vous avez fait tout à l'heure.
Je vais maintenant tester au niveau de qui? Au niveau de la signature. Si on a un forme, on avait l'article, on avait la signature. Si on a un forme point signature, si on a ce champ également qui est vide, qu'est-ce qu'on fait? On affiche bien évidemment encore une, pour dire quoi? La signature ne peut être vide. On était là, on était ici. On va dire tout simplement la signature peut être vide. On fait la même chose. Event privé default et on fait un return. Le return nous permet de sortir de if quoi. Même chose pour les autres éléments. Donc là par exemple on a qui? Je pense qu'ici on avait après ça on avait le walk, on avait le select. Là c'est plutôt le select, oui. Donc au niveau du select c'est la même chose. Mais pour le select qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Le walk va prendre la valeur qui est l'une de ces valeurs ici en fait. Donc le walk va prendre l'une de ces valeurs ici. Donc il peut venir ici là également, je dis tout simplement. Alors si je duplique, ici là si on va ici, on va dire quoi? Une qualité, on se rassure toujours que ce qu'il a donné est correct. Donc la qualité peut être vide. Donc on fait la même chose. Default. Et maintenant, au niveau maintenant des. Alors le troisième c'était. On était à quel niveau? Au niveau des catégories. Alors maintenant, nous sommes au niveau des catégories. On va travailler de manière ici là interactive. Lorsque vous soumettez, ça part avec une seule valeur en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Puisqu'on a les options, qu'est-ce qui se passe? Le name qui s'appelle work va recevoir quoi? L'une des valeurs. Que s'il clique par exemple sur professeur, donc, ça dit quoi? La valeur professeur va être contenue dans work. Maintenant, on va tester. Est-ce que si quelqu'un est passé par derrière, par le code, par exemple, ici, il n'y a pas ça. Forme pour signature, forme pour work. Non, vous n'avez pas dit ça au départ. C'est comme j'ai dupliqué, j'ai oublié d'effacer l'article. Et à chaque fois, j'ai même oublié encore de mettre, ça comment, le value. C'est ça le problème souvent lorsqu'on fait des copier-coller. Je vais tenter de. Donc voilà ça pour le work, pour la signature, pour l'article. Maintenant, on passe maintenant à qui? Au dernier, qui était quoi? Qui était la catégorie. Je vais récupérer tous les éléments qu'il a sélectionnés. Nous avons déjà vu ça la dernière fois. Alors, si nous voulons tester les champs de type checkbox, première chose, il faut d'abord récupérer. Il faudrait d'abord que par exemple, je vais d'abord créer une variable qui va contenir tous les champs d'abord qui existent. Alors, je pense que ici, on avait qui? On avait JavaScript, CSS ici. Je vais créer d'abord un tableau qui contient JavaScript, CSS, C. La première chose que je fais, c'est que je viens tout ici. On va d'abord mettre ces valeurs-là dans un tableau. Je vais l'appeler catégorie. Alors, j'ai créé mon tableau qui a tout il y a les valeurs possibles que peuvent prendre en fait mon input de type checkbox. Le principe est simple. Vous connaissez les valeurs possibles de vos inputs de type test. Il y a 3 valeurs possibles. Les valeurs possibles peuvent être JavaScript, CSS et C. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut donc parcourir tout ce que l'utilisateur a envoyé et regarder si vos éléments sont à l'intérieur. Il faut que tout soit à l'intérieur. Il faut qu'il y ait au moins un peut-être qui est sélectionné. Si rien n'est sélectionné, ça veut dire qu'il n'a rien coché. Donc, au préalable, il faut d'abord déclarer une variable qui va vous permettre de tester. À la fin de la boucle, il faut savoir si vous sortez convaincu ou pas. Donc, forcément, il faut une variable qui va permettre de vous informer
si un élément a été coché ou pas. Je déclare tout simplement une variable qui va contenir, par exemple, vous dire que has, par exemple, est-ce que j'ai les catégories qui ont été cochées, donc ils peuvent dire as catégorie. Par défaut, il dit par exemple true. Donc false par défaut. Pour dire que par défaut, rien n'a été coché. Donc, à chaque fois que je vais retrouver dans les éléments que l'utilisateur m'a envoyé une catégorie, je vais changer donc ici la valeur de as catégorie. Si je sors avec un as catégorie qui est false, vous voudrait dire quoi? Vous voudrait dire que je n'ai rien trouvé. Forcément, il doit renseigner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc ma boucle for. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un for. Let catégorie allant de 0. Si, dans mon formulaire, puisque tout mon objet forme, si, dans mon formulaire, puisqu'on a dit qu'on peut accéder au champ d'un formulaire en disant quoi? Également les crochets. Donc, si dans mon formulaire, j'ai un forme de catégorie, donc, je vais regarder dans mon formulaire, puisque j'ai mes formulaires, mes inputs sont quoi? Il y a le name, JS, il y a le name, JavaScript, il y a le name, C. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement ici, je fais quoi? If forme de catégories. Les différentes catégories, ça c'est quoi? C'est JS, CSS, et c'est C. Donc, si if forme de catégories, de quoi? De I, puisqu'on est en train de parcourir l'ensemble des catégories ici. Oui, bon, tout à l'heure, je voulais mettre I, encore, il y a omis, ici encore, je vais mettre. Ça peut être à confusion. Donc, si j'ai une forme de catégories qui est coché, vous dites qu'il est coché, qu'est-ce que je fais? Un check. Il n'y a pas de point value, il y a pas de point value ici, en fait. Nous avons fait ici à quoi? Case à cocher. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? Donc, si on trouve l'un des éléments dans notre formulaire, que ce soit JS, donc ça veut dire quoi? On a resté la forme de JS, forme de CSS, forme de CSS. C'est un peu comme si j'avais fait forme.js en fait. Bon, maintenant, puisque je vais accéder directement comme ceci, je fais tout simplement, comme ça, comme c'est une variable. Je vérifie d'abord, est-ce que, si c'est coché, qu'est-ce que je fais selon vous? J'informe que la catégorie est cochée, non? J'ai décidé de partir avec une variable qui va m'indiquer à chaque fois est-ce que il y a un élément en fait dans mon tableau qui est coché. Donc, je ressors ici là avec l'élément qui est coché ou pas. Dès que ça trouve un élément qui est coché, on sort de la boucle avec le brick. L'objectif c'est de faire quoi? L'objectif c'est d'afficher les informations d'erreur. Et pour afficher les informations d'erreur, il faut tout simplement regarder si est-ce qu'il a coché au moins un élément. Si on sort là, donc dès qu'on voit un élément qui a été coché, ça veut dire que le champ a été rempli. On passe à la suite, on fait un break. Donc j'ai fini avec mon for. Donc je ressors ici là avec une valeur dans catégorie. Et maintenant, il veut donc tester pour pouvoir afficher l'erreur. Qu'est-ce que je fais donc? Je fais toujours appel à mon if. If, non, passe catégorie. Si on sort ici avec aucune catégorie. Donc si on sort avec une catégorie, aucune catégorie, donc si c'est vide, qu'est-ce qu'on fait donc? Même chose. On affiche un message alerte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement alerte. Lorsqu'on a fait ça, on fait également notre return pour laisser le code continuer. Maintenant, il y a le dernier champ, l'état. C'est le même principe. Alors, à vous de m'expliquer. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut vérifier maintenant l'état. On vient tout simplement dans notre JavaScript. Il faut d'abord récupérer les valeurs existantes. Le même principe, en fait. On déclare une variable. Mais bon, comme ici, là, comme c'est les états, on connaît déjà en fait les états. On n'a pas trop besoin de. Ça comment? De stocker dans un tableau. Est-ce que le tableau est utile ici? On veut vérifier si. Puisque les cases, le range, c'est un seul élément en fait. On ne va pas cocher deux. Est-ce que vous voyez la nuance? Input de type range, c'est un seul élément qu'on va cocher. Donc, du coup, on peut juste faire notre boucle for.
et bah, on passe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on peut déclarer tout simplement une variable, par exemple, état, qui va permettre de récupérer l'état, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement notre boucle for. For let i allant de 0, i inférieur à quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va tout simplement vérifier, est-ce que on a un état parmi les états qui est coché? Forme.état d'abord de qui? État de i. Non, pas de 0. On part quoi avec le i, non? Donc, si on a un forme.état de i qui est comment? Check. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, on sait déjà qu'on a un état, ça sera un seul qui sera couché à chaque fois. Donc, vaut mieux récupérer tout simplement la valeur en question. Ce sera une seule valeur en fait. Ce n'est pas comme le cas à cocher où on pourra avoir plusieurs valeurs en fait. Là, il peut directement, c'est pour ça que j'ai déclaré une variable état qui va prendre directement l'état en question. Je peux faire tout simplement état reçoit quoi? Il va prendre juste forme.état de i. Forme.état de i. Point value. C'est là, j'ai pas besoin de faire le brick parce que forcément, il va quitter ça avec un état coché. Exactement. Dès qu'il va voir un élément, ce sera bon pour lui. Là, c'était uniquement pour récupérer la valeur de l'état. Maintenant, il faut tester si l'état est correct. Le même principe. Donc, on fait toujours un if. Bon, on va juste copier la même chose. If. Donc, si on se un état qui est vide, un non-état, qu'est-ce qu'on fait? Choisis choisis un état. C'est l'état de quoi? Là, c'était public privé. C'est un état sur l'article. Voici l'article était public ou privé. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement event.prevent default. On fait un return. Alors là, nous avons donc terminé avec l'exécution de notre code. Nous avons terminé avec les différentes vérifications qu'on voulait. Donc, vous voyez, ça, c'est une méthode en fait. Vous voyez que je vous ai montré cette méthode-ci. Vous faites découvrir d'autres choses. Vous pourrez directement le faire comme vous avez fait la journée. Il déclare une fonction, va tester, qui va prendre en paramètre, par exemple, le type d'élément, l'élément qu'on veut tester. Et chaque fois, je retourne tout simplement presque la même chose. Mais comme vous allez voir, c'est parce que les messages sont toujours différents. Donc, forcément, votre méthode qui va faire ça, va tenir compte en fait du message qui sera affiché. Possible. Parce que vous allez refactorer le code, par exemple. Donc, une fois que c'est fait, on peut donc maintenant exécuter. Si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qu'on avait fait ici? On avait créé un objet. Il faut donc appeler la fonction qui est dans l'objet là pour que ça s'exécute automatiquement. Où est-ce qu'il doit le mettre donc? C'est après, bien évidemment, son appel. Après que j'ai appelé la validation, je peux donc ici là, puisque c'est un objet que j'ai créé, l'objet validation, je peux donc appeler la propriété init qui était dans ma validation. Je fais tout simplement, comment est-ce que je l'avais appelé? Validation. Je fais tout simplement ici là quoi? Validation point quoi? Point init, puisque c'était la propriété init qui était à l'intérieur. C'était comme une fonction, c'était une fonction. Je mets tout simplement mon point virgule. Et mon code est censé fonctionner. Alors bon, si là, je n'ai pas fait d'erreur, normalement, c'est censé fonctionner.